Si vous avez 20 minutes à rester avec nous, c'est avec grand bonheur parce que ce qui suit, c'est exactement ça. C'est le Start-up programme de la direction du renseignement militaire. Donc vous allez voir comment l'armée française, face aux nouvelles menaces qui sont celles qui sont destinées à nous protéger, agit. Et j'ai le grand plaisir et honneur d'accueillir le général de brigade aérienne Laurent Aubigny et Éric Garando, que j'invite à me rejoindre sur scène. Merci. Bonjour. Bonjour. Installez-vous, s'il vous plaît. Mettez-vous, alors je le dis d'autant plus avec d'autant plus de remerciements que Éric, d'après ce que j'ai compris, Éric Garando, qui est chef du projet Intelligence Campus qu'on va décrire, a fait une mauvaise chute cette nuit, je crois, ce qui explique votre... Voilà, parce qu'on a inventé la voiture sans pilote, mais pas encore le scooter sans pilote. Voilà. Et je pense que ce serait bien pour les piétons et les cyclistes. Et moi qui suis scooteriste, quand j'ai su qu'il y a eu 4 accidents, quand j'ai su que vous avez eu une accident cette nuit, je me suis dit, il ne pourra pas venir. Et bien vous êtes venu, et franchement, chapeau, parce qu'en plus, ce projet est génialement passionnant. Je ne sais pas alors Laurent Aubigny, pardonnez-moi, je ne vous ai pas présenté complètement, vous êtes général de brigade aérienne, sous-directeur recherche de la DRM, la direction du renseignement militaire. Vous avez un tandem formidable, parce qu'effectivement, ensemble, vous êtes en train de réinventer la façon dont l'armée française va travailler avec le monde des start-upers pour mieux protéger les Français. Je ne sais pas comment vous voulez organiser votre duo, mais je vous laisse la parole avec grand plaisir. En fait, le duo va être, je vais vous présenter rapidement ce que c'est que la direction du renseignement militaire et comment elle essaie de faire face aux nouveaux enjeux, puisque vous l'avez parlé, les menaces évoluent et nous devons effectivement anticiper ces menaces et aller plus vite qu'elles finalement, donc dans un monde quelque part concurrentiel. Et ensuite, Éric Garando vous présentera le projet lui-même qui nous permettra d'aboutir à ce but. Alors allez-y. Alors la direction du renseignement militaire, comme dit le général Gomard qui est le directeur, il y a des services secrets qui font beaucoup de bruit. La direction du renseignement militaire est plutôt un service discret qui essaye de faire beaucoup de bien. Alors discret, c'est pour ça que je vais la détailler un petit peu sa composition. C'est environ 2000 personnes au sein de cette direction du renseignement militaire, mais avec tous les membres qui constituent cette communauté du renseignement dans les armées françaises, c'est environ 10 000 personnes. Et donc nous sommes structurés autour de différents métiers du renseignement, puisqu'il s'agit finalement quelque part d'animer un cycle de renseignement. Nous orientons des capteurs, donc nous recherchons avec ces capteurs, ensuite nous exploitons ce renseignement et nous les analysons. Et ça nous permet en fait d'informer les responsables de nos armées et du gouvernement, mais également, bien entendu, de fournir du renseignement à nos forces qui sont déployées sur tous les théâtres d'opération, notamment en Afrique, dans la bande sahélo-saharienne, et puis également au Levant. Alors, ces métiers du renseignement, ils sont finalement quelque part ils sont regroupés autour de différents savoir-faire et qui sont des métiers de recherche autour du renseignement d'origine électromagnétique, c'est-à-dire finalement capter ce qui circule dans les ondes. Les métiers de l'imagerie, donc l'imagerie, ça peut être des capteurs images de tout type, ça peut aller du satellite au mini-drone, en passant par des aéronefs rapides ou plus lents, ou par de l'imagerie prise à travers des boîtiers de photos que du personnel déployé peut prendre. Ensuite, vous avez du renseignement d'origine humaine, où des gens donc, se déplacent sur les théâtres d'opération et recueillent ce renseignement directement de sources humaines. Et puis, vous avez le renseignement qu'on trouve aujourd'hui dans le cyberespace, donc, qui aujourd'hui a pris énormément d'ampleur. Alors, il s'agit de récolter ce renseignement. Alors, je vous propose une petite vidéo sur ces différents métiers du renseignement. Et puis après, nous allons voir comment nous arrivons à fusionner ce renseignement pour obtenir un nouveau produit. Allons-y.
Donc voilà, ces différents métiers qui ont été évoqués très rapidement et qui font appel à la technologie la plus récente et surtout aujourd'hui qui demandent à être finalement fusionnés. Et c'est maintenant ce que nous appelons le renseignement géospatial. Et donc là encore, nous allons vous présenter une courte vidéo pour vous présenter ce que c'est que ce nouveau GeoINT, ce nouveau concept mis en place et qui consiste en fait finalement quelque part à fusionner ces différents renseignements que nous vous avons présentés dans cette première vidéo. Mon travail consiste à allier géographie humaine et renseignements multicapteurs, à savoir les informations disponibles au monde civil, en source ouverte, les données universitaires, économiques ou de sciences humaines, et le renseignement militaire, qu'il soit images, électromagnétique ou d'origine humaine. Je suis le capitaine Thomas et je suis spécialiste en analyse de renseignements géospatial. Nous fusionnons l'ensemble de ces données sur un support géoréférencé, de façon à réfléchir dans le temps et dans l'espace pour répondre à une question opérationnelle. L'analyse que nous réalisons permet de décrire une situation militaire, une évaluation de la situation sécuritaire, au profit des décideurs politiques comme militaires. On a la possibilité d'être projeté en opération, aussi bien au profit d'une force traditionnelle que des forces spéciales. Ce qui est passionnant dans ce métier, c'est qu'on peut aussi bien travailler pour les plus hautes autorités dans la journée, comme l'Élysée ou le SEMA, ou travailler sur un dossier de fond de quelques jours qui permettra d'enclencher une opération. On sait qu'in fine, on engage la vie de nos soldats sur le terrain et qu'on contribue à défendre notre pays là où se trouve la menace. C'est un métier auquel je pense toujours et dont je ne parle jamais. Donc vous avez compris, ces nouveaux métiers font appel aux nouvelles technologies, mais ont directement des applications également civiles. Et d'ailleurs, le monde civil tire aujourd'hui finalement la recherche et le développement, et d'où cette synergie finalement à développer entre le monde civil, le monde de la recherche et le monde des entreprises, et avec nous, avec la direction du renseignement militaire. Donc Monsieur Garando va maintenant vous exposer quel est le but de cette Intelligence Campus qui va être créée et développée sur la base aérienne de Creil, qui regroupe les différents centres qui produisent l'ensemble de ces renseignements que vous avez pu voir au cours de ces deux vidéos. Merci mon général, merci de cette invitation. Donc comme vous l'avez vu, finalement le métier du renseignement, c'est un métier d'information et effectivement, il y avait une transition possible entre les deux interventions. Deux grandes maisons. Donc c'est deux qui donc collectent de l'information, la traitent et la digèrent et ensuite la restituent avec des produits à haute valeur ajoutée et qui sont confrontés à cette révolution numérique, cette révolution du big data. La seule différence, enfin il y en a d'autres, mais bon, les moyens de collecte sont un petit peu plus poussés que des médias traditionnels et je dirais, le public est un public beaucoup plus ciblé. On a l'enjeu de traiter une très très grande masse d'informations, mais toujours pour des décideurs qui eux sont très ciblés, que ce soit les forces sur le terrain ou les décideurs politiques. Alors ce projet d'Intelligence Campus, il est né exactement de ce défi. Voilà, comment gérer le big data, comment tirer au mieux parti des outils d'intelligence humaine, mais aussi et de ces savoir-faire qu'on a vus dans les vidéos, qui sont des savoir-faire très pointus, des compétences qui s'acquièrent avec le temps. Mais comment marier le meilleur de ces intelligences humaines, que ce soit en collecte et en analyse, avec des outils technologiques, soit pour collecter des informations, pour aller les chercher au plus près des besoins et du terrain, soit pour les analyser, repérer les signaux faibles, détecter des tendances, décrire ce qu'on appelle les patterns of life, et mieux comprendre les nouvelles menaces qui pèsent sur nous. Dans un contexte, je me permets de le rappeler, parce qu'on se le disait au téléphone, de grande dépendance vis-à-vis du renseignement américain notamment, avec une volonté de s'en séparer un petit peu aussi. Voilà, tout à fait. La DRM est née en 92, après la guerre du Golfe, de ce constat qu'effectivement il fallait regagner une capacité autonome d'appréciation, comme aiment bien le dire les militaires. Et pour cela, se doter de capteurs propres et aussi d'outils d'analyse propres.
Alors, ce projet, il est très centré autour de la donnée, de la data. Mais quand on dit ça, en fait, la data concerne tous les secteurs de la vie économique, donc c'est assez facile de voir d'emblée les applications civiles. Et il a une dominante imagerie, parce que tout simplement la DRM est senior, il a le leadership en matière d'image par rapport à d'autres services de renseignement qui sont plus spécialisés sur d'autres technologies. Imagerie voulant dire évidemment captation d'images, traitement d'images et aussi utilisation de systèmes géoréférencés pour combiner ces images et tout autre type de données. Donc c'est ce qu'on va appeler la géointelligence. Donc ça, ce sont les différents centres de la DRM. Voilà la base de départ de ce projet. Et l'autre base de départ, c'est un territoire qui est la base de Creil. C'est là où sont regroupés tous ces centres de renseignement qui sont sur le renseignement humain, technologique et cybernétique aujourd'hui. Et cette base, en fait, qui est on va dire à 25-30 minutes de Paris, de Roissy, du Bourget, très bien connectée, qui est dans un écrin de verdure. On est un peu dans la green tech, pour employer un terme à la mode. On se dit qu'il y a de la place, notamment parce que des escadrons de l'armée de l'air sont partis, pour accueillir des entreprises, des centres de recherche, des laboratoires et également des instituts de formation. Donc on a vraiment construit ce projet sur 3 piliers. Qui est donc un pilier, et l'idée étant de marier les expertises, les expériences, pour susciter l'innovation. Voilà. On sait toujours que good guys are always elsewhere, comme disent les Américains. Donc il faut créer à la fois un territoire, mais aussi un réseau qui permettent de marier les compétences où qu'elles soient civiles, militaires, qu'elles soient des chercheurs du CNRS ou des analystes du renseignement ou des étudiants de Sciences Po, puisque les étudiants aujourd'hui ou des écoles d'ingénieurs peuvent aussi fournir des solutions très opérationnelles à des besoins concrets, et faire travailler donc tout ce petit monde ensemble dans un cadre attractif. On ne va pas se comparer à la Silicon Valley ni à Saclay, mais c'est quand même le même état d'esprit. Donc trois fonctions qui sont étroitement imbriquées les unes aux autres. Fonction de formation, donc former les 2000 personnes de la DRM, mais aussi les 10 000 personnes de la fonction interarmée du renseignement. Former éventuellement les autres agences, où c'est encore plusieurs milliers d'autres personnes qui travaillent dans les autres agences de renseignement. Détecter les talents dans les universités et les grandes écoles par des masters conjoints. Donc on développe un master conjoint avec Paris 1 l'année prochaine, géopolitique, géointelligence. Former aussi des officiers étrangers, ce qui permet de faire rayonner la pensée française. Et les universitaires français ont remarqué qu'on a une forte école militaire et on est un des pays au monde qui est le plus engagé dans des théâtres lointains. Et en même temps, notre école académique du renseignement, ce qu'on appelle les Intelligence Studies, les War Studies, est plutôt sous-développée en France. Bon, alors c'est pour des raisons historiques, mais on remarque que depuis la vague des attentats, on a une recrudescence de l'intérêt des scientifiques. Il y a eu un appel du président Fuchs du CNRS il y a 1 an, et il présente les résultats de cet appel dans la semaine prochaine. Il y a un regain d'intérêt des scientifiques, des chercheurs sur le djihadisme, le terrorisme et plus largement la violence et l'action militaire dans le monde contemporain. Donc on veut travailler aussi avec le CNRS, on a un partenariat qui est en cours d'établissement, aussi bien qu'avec l'école polytechnique, l'ENSAE, la Sorbonne et j'en oublie. Et puis aussi, oui, j'oublie d'ailleurs celles qui sont dans notre périmètre immédiat, par exemple l'Université des technologies de Compiègne qui développe des solutions à la fois de formation et de recherche appliquée tout à fait intéressantes. Donc ça fait partie de nos partenaires qui sont en train de signer avec nous pour mettre en œuvre de la formation, de la recherche. Si on veut vous donner quelques exemples de ce qu'on fait, on a un partenariat avec le CBIOS de Senlis, qui est là aussi en proximité immédiate, c'est le pôle national de biomimétisme. On sait d'ores et déjà que le GIGN, par exemple, utilise la technologie de la toile d'araignée pour développer ses propres outils. On est très intéressé par le vivant. Comme vous savez, le vivant utilise le moins d'énergie et de matière possible, et pour cela maximise son système d'information. Ma science est toute récente, mais c'est un sujet assez passionnant. Donc si on veut travailler sur des batteries, stocker l'énergie et gagner en poids, en rapidité d'action et en endurance, ça peut être tout à fait intéressant d'utiliser les techniques inspirées du vivant. Et on peut avoir des applications beaucoup plus concrètes et rapides qu'on ne pense.
On travaille aussi avec UTC sur la question des drones. Comment est-ce qu'on commande des flottilles de drones, voilà, comment on développe tout type d'outils pour les déployer sur le terrain et engranger un maximum d'informations. Donc notre projet, il est vraiment dual. Donc l'idée, c'est d'accueillir sur la base des instituts de recherche qui travaillent sur ces problématiques qui sont les nôtres, donc capture de données, analyse, big data et aussi sciences humaines, et aussi d'accueillir tout type d'entreprises qui sont susceptibles un jour ou pas, mais qui sont éventuellement susceptibles de donner lieu à des applications d'intérêt pour les armées. Aujourd'hui, évidemment, l'innovation vient beaucoup plus du civil que du militaire, tout simplement pour des raisons de taille critique, d'investissement en recherche et développement. Même les Américains qui ont des moyens sans commune mesure, pour eux aussi, le Pentagone reste un nain par rapport à Google, Facebook et Amazon réunis. Oui, et puis pardonnez-moi, mais de vitesse aussi. Parce que Et de vitesse d'action. Vous me disiez que avant, quand quand l'armée avait un problème, elle allait vers la DGA, Oui. sur des projets longs, au long cours de 5 ans, et qu'aujourd'hui 5 ans, par rapport à tout ce qui change dans l'environnement, c'est plus possible, et que la vitesse qu'apporte justement, ou que va apporter cet environnement, est un élément clé. C'est une des raisons, j'imagine, d'Intelligence Campus aussi. Voilà, c'est une raison de cette idée d'une proximité, d'une colocalisation, pour que les industriels, que ce soit les grands comptes ou les startups, puissent travailler au contact des opérationnels, des décideurs, de ceux qui ont des besoins, pour mieux comprendre ces besoins et mieux apporter de réponses. C'est un développement agile comme on a déjà pu le développer dans le cadre des opérations spéciales ou des forces spéciales. Oui, bien sûr. Pour accélérer le tempo. Quand on voit ici domaine d'intérêt d'Intelligence Campus, incubation et capital risque, ça veut dire que l'État français va investir dans des startups ou quel va être l'aspect capitalistique? Il n'y a pas d'aspect capitalistique dans tout ça. Alors, il peut y avoir, on souhaite qu'il y ait un aspect capitalistique et qui soit sur un mode de partenariat public-privé, comme ça se fait dans d'autres pays ou dans d'autres domaines en France. Dans cette Intelligence Campus, qui sera un groupement d'intérêt public dans lequel la DRM, mais aussi l'armée de l'air et la DGA, qui est quand même un budget évidemment considérable, puisque c'est la DGA qui achète tous les matériels et qui a un budget de recherche et développement qui va maintenant dépasser le milliard d'euros. On est en contact avec le CEA, le CNES, qui sont aussi des établissements publics qui ont des moyens de financement de la recherche tout à fait conséquents. Donc on va marier en fait ces différentes sources de financement, l'ANR, les PIA et aussi les rapides, qui sont des programmes qui sont beaucoup plus agiles, y compris financés par la DGA. La région Hauts-de-France, le département de l'Oise et les collectivités locales sont partie prenante aussi du projet. Et elles vont apporter des financements, notamment la région. Mais on se dit qu'il y a la place, l'opportunité même, pour des investisseurs privés, donc des fonds d'investissement capital risque, capital développement, pour investir dans ces secteurs. Donc ce secteur, c'est, on va dire, intelligence et big data, ou encore défense et sécurité, ou au croisement de ces différents mondes. Et on pense qu'il y a une rentabilité qui peut être tout à fait intéressante, parce qu'il y a des applications duales qui sont au cœur de cette activité. Quelques exemples, les compagnies d'assurance, par exemple, investissent beaucoup dans l'imagerie, c'est très important pour elles, pour évaluer le risque sécuritaire, le risque météorologique, alors le big data, c'est encore plus transversal, hein, ça concerne ça concerne aussi bien l'analyse financière que les médias, enfin que tout type d'activité. On a vraiment tout ce qui est capture de données peut intéresser et intéresse aussi tout ce qu'on appelle la silver economy, c'est-à-dire la gestion de la dépendance. Les personnes âgées qui sont chez elles, comment vérifier qu'il ne leur arrive pas un problème. On a en fait énormément de passerelles possibles. L'agriculture aussi, plus l'imagerie aérienne est précise, plus on peut connaître l'état des récoltes et pouvoir jauger du niveau des intrants à apporter. Il n'y aura pas de problème de confidentialité quand on voit par exemple ces vidéos avec des images floutées, des visages floutés. Vous êtes dans un business très particulier, un business c'est pas le bon mot, dans une activité extrêmement particulière. Il n'y aura pas de problème de confidentialité ou de... Il y a un défi. Ça fait partie des défis à relever. Oui. On veut d'ailleurs beaucoup fonctionner par défi. Donc on dit aux forces armées, si vous avez des problèmes à gérer, soumettez un défi, puis nous-mêmes, si on n'arrive pas à le gérer avec nos chercheurs, on soumettra un défi à la société civile. La sécurité fait partie de ces défis, et c'est aussi une opportunité, justement, que de travailler à des méthodes qui permettent de sécuriser les données, de lutter contre la cybercriminalité. Et évidemment, sur ce campus, on veillera à ce qu'on puisse au maximum travailler en source ouverte,
Et quand on parle d'algorithmes intelligents pour repérer des objets dans les images, en fait, on peut déjà imaginer des solutions intéressantes sur des images, de l'image, je dirais, de grand public. Et on a d'ailleurs des constellations commerciales de satellites qui vont se développer et apporter énormément d'images. On n'est pas toujours obligé de travailler sur des matières ultra confidentielles. Mais il se peut aussi que, dans certains cas, ce soit utile de travailler sur des vraies images ou interceptions qui sont classifiées. Et là, évidemment, il faudra organiser ce que les financiers appellent la fongibilité asymétrique dans la circulation de l'information, et qu'on puisse garantir effectivement le secret défense, qu'on puisse habiliter des personnes, habiliter des entreprises, bien sûr. Avec des procédures qu'on est en train de définir, y compris d'ailleurs pour la sélection des entreprises. On aura, je ne sais pas si elle va apparaître, alors ça c'est... Voilà, on aura tout un processus d'évaluation de due diligence pour sélectionner ces entreprises. Mais ce qui est vraiment important de relever, c'est que ce qu'on veut avant tout, et c'est là que certains modèles, le modèle israélien notamment est intéressant, le modèle américain aussi, et d'autres encore, c'est que la capacité d'expertise de tous les chercheurs, de tous les experts des différents métiers d'ADRM va être mobilisée pour essayer de faire les meilleurs choix possibles. Et on a la faiblesse de penser qu'en mariant les expertises des armées, pour faire simple, avec les expertises des banquiers, des investisseurs, eh bien, finalement, on peut avoir des tours de table intéressants pour détecter les pépites et les accueillir sur le campus ou ailleurs, hein, puisque c'est un territoire, mais c'est aussi un réseau, oui. Et éventuellement apporter des participations en capital à ces sociétés. Donc on ne va pas créer un fonds d'investissement nous-mêmes, mais on aimerait bien, et on trouverait logique et intéressant, et c'est ce que nous disent aussi des banquiers et des fonds d'investissement, y compris d'ailleurs dans les discussions que nous avons eues avec la FIC. C'est peut-être le bon moment pour créer un tel fonds d'investissement en France. D'ailleurs, en fait, l'idée circule. Alors, j'ai même vu Thierry Breton ou d'autres qui évoquaient cette idée d'un fonds sécurité, défense, intelligence, big data. Voilà, on peut marier l'utile, le patriotique et l'agréable. Comment l'armée voit-elle là, on a un civil, on a un militaire. Comment l'armée voit-elle cette fusion de deux mondes, en fait? Pour nous, c'est une nécessité. On peut pas opérer aujourd'hui comme on opérait il y a 25 ans. On vous a parlé des 25 ans oui. Donc de la création de l'ADRM. Bon, ça correspond aussi à la chute du mur de Berlin, donc à la fin de la guerre froide. Aujourd'hui, on est sur des systèmes qui nous obligent à nous adapter et bien évidemment, on sent que cette innovation, elle est autant, voire même plus dans le monde civil que dans la défense. Donc on est obligé de s'ouvrir et de trouver des moyens et des solutions pour que ça fonctionne. Voilà. Alors c'est un sujet complètement passionnant. J'imagine qu'on pourrait passer 1 heure, 2 heures de la soirée avec vous de manière absolument passionnante. Donc je suis sûr qu'il y a des questions, on va peut-être en prendre 1 ou 2, voire 3. Avec des réponses courtes, comme ça permet de traiter plusieurs sujets. Est-ce qu'il y en a dans la salle sur ces perspectives qui s'ouvrent entre votre monde et celui du renseignement et de l'armée? À nouveau, madame, qui a été la première. Allez, il a été le premier. Alors, on va être pas galant, mais on va aller vers le premier qui a levé la main. Bonjour, Bertrand Péagnon, Opération financière. Je voulais savoir si c'était pas plutôt le facteur humain qui primait dans ce genre de stratégie, puisqu'on a vu un peu les dégâts qu'occasionnaient en fait, notamment les frappes aériennes des drones américains en Afghanistan sur les populations civiles. Et moi, je suis un peu étonné, puisque mon niveau, je suis journaliste d'investigation dans un secteur particulier, la finance. Et ce qu'on arrive à faire avec un bon réseau, un téléphone et un ordinateur, parfois, c'est assez efficace. Donc, je voulais savoir un peu si on a bien parlé de l'aspect technique, mais au niveau de l'aspect humain, je suis désolé, moi je suis resté un peu sur ma faim. Vous pouvez passer votre question En fait, on a beaucoup parlé des aspects investissement technologique et tout, mais maintenant, ce que j'aimerais, c'est sur les officiers traitants, des choses comme ça, qui sont des gens qui sont impliqués dans ce type de recherche d'informations. Je vais peut-être dire juste une phrase sur l'aspect drone, parce que c'est... et donc, en tant que civil, j'allais dire, je peux en parler d'autant plus librement que je découvre, moi, ces choses de l'extérieur. Et il y a une tradition française que je vois à l'œuvre dans les centres de l'ADRM, qui est qu'à chaque fois qu'il y a des frappes, précisément, on étudie au cas par cas et de façon extrêmement précise. Est-ce qu'il y a des écoles dans la région? Est-ce qu'il y a des mosquées? Est-ce qu'il y a des hôpitaux, etc. Donc en fait, il y a tout un travail, ce qu'on appelle le ciblage, qui est fait pour éviter justement tous les dommages collatéraux.
Il y a d'ailleurs une présentation qui a été faite par le général Gomard il n'y a pas très longtemps au congrès de l'ESRI. Donc voilà, l'appréciation des dégâts collatéraux n'est pas forcément la même selon les pays. Et en tout cas, il y a une tradition française qui est de faire extrêmement attention à cet enjeu-là. De même qu'il y a une tradition française pour accorder une grande place au renseignement humain. Voilà, tout ce qui est collectif. En Afrique, par exemple, voilà, on a des troupes déployées sur le terrain qui font énormément de renseignement humain. Et souvent, il y a une complémentarité avec le modèle américain. Alors, sans tomber dans la caricature, hein, parce qu'ils font aussi du renseignement humain, mais c'est vrai qu'il y a une complémentarité qui se fait entre ces deux écoles. Alors voilà, ma question est mieux présentée de la manière par Éric Garneau. C'est le renseignement humain. Moi, je n'ai pas entendu beaucoup parler du renseignement humain. J'ai plutôt entendu parler de la big data, des choses comme ça. Et moi, le renseignement humain, ça fait partie de mon métier au quotidien. Sur un petit point particulier, aller rechercher en fin de compte des informations pour détailler des délits financiers qui sont confidentiels. On y arrive très bien avec un téléphone, un ordinateur et son réseau. Et donc là-dessus, moi, je n'ai pas eu d'infos concernant comment vous comptiez vous y prendre, parce que je veux bien savoir qu'il y aura des investissements importants pour avoir des nouvelles capacités technologiques, mais l'homme est quand même au milieu de tout ça. Et là, j'ai rien entendu, donc j'aurais voulu avoir un peu plus d'informations, parce que je restais un peu sur la fin. Oui, vous avez entendu parler j'ai mentionné la recherche humaine, et sur la première vidéo, vous avez pas développé. Alors, on ne l'a pas développé parce que on a lu le micro. On l'a pas développé mais vous avez raison. Et là, on a parlé de la technologie parce qu'aujourd'hui, ce sont des applications directes pour les entreprises et notamment parce qu'on parle derrière de traitement de données, de traitement de data, etc. La recherche humaine, ce sont des métiers qui sont très particuliers. Et il fallait bien commencer par quelque chose. Dans ce projet d'Intelligence Campus, M. Garneau l'a dit, on a commencé, et c'était un peu la vocation, par l'ouvrir sur la partie imagerie. Derrière, il y a également du renseignement donc, dans l'espace cyber, je pense qui intéresse tout le monde et qui est finalement moins sensible. Et je pense qu'au fur et à mesure de l'avancée du projet, on pourra ouvrir les différents métiers qui ont été évoqués, et puis et finalement quelque part ouvrir ce partenariat et le faire évoluer vers ce que vous souhaitez. Vers ce que vous souhaitez en fait. Voilà. Une dernière question. Allez-y, madame. Moi, je voulais juste vous apporter un témoignage sur la difficulté des investisseurs de financer des entreprises qui travaillent avec le militaire. Il fut un temps où j'investissais beaucoup dans l'électronique et on avait beaucoup de sujets comme ça. Et il y a des investissements auxquels j'ai renoncé parce que j'avais devant moi un chef d'entreprise qui avait signé, qui était agréé secret défense et qui m'expliquait que sur 50% du chiffre d'affaires, il ne pouvait pas m'expliquer qui était le client, quelle était l'application, que faisait le produit et juste apporter à votre sensibilité que quand on finance en capital risque une société, on prend beaucoup de risques, mais ces risques, on veut les prendre en transparence avec le management. Ça veut dire qu'on fait partie des organes de gouvernance, on est administrateur de la société, on apporte notre support sur tout un tas de sujets, de recrutement, de business développement, de financement, et que c'est très très difficile pour nous de le faire si on nous explique sur chaque sujet, qu'il soit technologique, commercial ou autre, qu'on ne peut rien nous dire parce qu'on a classifié, quoi. C'est peut-être une difficulté à laquelle vous serez confronté. Oui, c'est une difficulté, il ne faut pas la négliger, bien sûr. L'idée de marier les expertises civiles et militaires autour de ce projet, par exemple, ça permet aussi justement de fluidifier les choses et de faire que les militaires soient un peu moins craintifs, mais ils le sont parfois à juste titre, hein, mais qu'ils soient un peu plus ouverts sur leurs besoins. Et du coup, ça décomplexifie, ça permettra aux entreprises aussi de parler un peu plus de ce qu'elles font. Et puis, l'explosion de la donnée fait que, jusqu'à une période relativement récente, l'essentiel du renseignement, effectivement, il était obtenu par des voies secrètes et donc il ne fallait pas en parler. Aujourd'hui, l'essentiel, on va dire 90% des renseignements utiles, il est en source ouverte en réalité. Donc ça aussi, c'est un élément qui conduit à décontracter un peu tout le monde autour de la question du secret et de favoriser beaucoup plus les collaborations et les applications duales. C'est vraiment... on est quand même assez frappé de voir le nombre d'applications qu'on peut avoir dans le domaine civil autant que dans le domaine militaire. Donc peut-être que le climat est un peu plus favorable aujourd'hui. Et je dirais aussi le climat post-attentat fait aussi qu'il y a moins de réticence, peut-être, de la société civile à travailler avec le militaire. Je reviens sur les sciences humaines. Notre projet, c'est encore une fois marier sciences dures et sciences humaines. Et on a une très bonne collaboration avec le CNRS. Et on veut mobiliser aussi des savoirs sur la psychologie sociale, les sciences cognitives et l'associer à la technologie. Ça, c'est un aspect aussi, je pense, qui est très fertile, y compris pour des applications industrielles. C'est un projet passionnant. En tout cas, les ponts maintenant sont reliés entre le monde militaire et le monde du capital investissement. Merci infiniment à tous les deux. Puis merci de ce que vous faites pour protéger les Français. Merci beaucoup. Merci.